Le chemin rocailleux descend abruptement, traverse une ravine et remonte vers le plateau d'où l'on a une vue étendue sur la muraille des rois en face. Au-dessus de la tombe Palais, on aperçoit le tombeau de Sextus Florentinus. Dédié au proconsul de la Narbonnaise et propréteur de la province d'Arabie, il fut sculpté en l'an 130. Sa décoration est un mélange de style nabatéen et dorique avec un fronton arqué surmonté d'un aigle impérial. Le complexe ecclésiastique de Pétra se compose de la chapelle bleue, ainsi nommée pour ses 4 colonnes égyptiennes en granit bleu, provenant sans doute d'un monument nabatéen antérieur. À l'intérieur de la chapelle se trouve une assise pour un trône d'évêque. En contrebas et en partie recouverte, l'église de Pétra est une basilique en 3 parties, construite probablement à la fin du 5e siècle. On y voit un puits qui approvisionnait peut-être les habitants et un baptistère cruciforme en cours de restauration. Le sol de mosaïque a été bien préservé et l'on y voit des animaux, des fruits, des figures humaines inscrits dans des médaillons circulaires. Il personnifie les 4 saisons, l'océan, la terre, la sagesse. « 150 rouleaux de papyrus échappés d'un incendie ont été découverts dans une cache proche de l'église. Ce sont des actes de vente et d'achat, des testaments, des jugements de conflits entre voisins qui confirment la riche vie sociale et économique de la cité vers l'an 550, ainsi que l'importance agricole et administrative de Pétra dans l'Empire byzantin. Ridge Church, sur les hauteurs de Jumei Han, est la 3e église de ce complexe, une simple bâtisse à 3 nefs. En redescendant du plateau aux églises byzantines, on distingue le temple au lion ailé, le château de la fille du pharaon ou Qasr al-Bint Firaoun, le grand temple nabatéen et la longue voie romaine ou Cardo Maximus où se concentrait la vie de la cité après la conquête romaine. Le temple au lion ailé tient son nom des sculptures de ses chapiteaux, maintenant conservés au musée de Pétra. L'édifice, précédé de colonnades, d'arches et de portiques, allait jusqu'au Wadi Moussa, qui l'enjambait, et il était dédié à la déesse Al-Uzza. Le Qasr el-Bint Firaoun n'est pas un château, mais un temple dédié à Douchara et qui date de l'an 30 avant Jésus-Christ.
Le nom de château de la jeune fille vient encore de l'imagerie bédouine. Pour l'atteindre, il faut descendre encore un peu. Tout ce qui reste de ce temple est l'autel, monument de 23 mètres de haut sur 28 mètres de large. Le téménos en avant de l'autel et la triple porte. « 22 marches de marbre blanc montées au pronaos entre 4 colonnes. La cella se composait de 3 chambres accolées, celle du milieu abritant le béthyle de Douchara, une pierre dressée sur un socle d'or. Derrière cet arc se trouvait la cella avec son dieu. Les murs massifs ont été construits pour être à l'épreuve des tremblements de terre, et le décor se limite aux corniches, avec triglyphes et rosettes. On voit encore les joints entre les plaques de pierre, les joints souples qui permettent d'amortir les mouvements du sol en cas de séisme. Interlude chamelier. Le téménos du Casre, ou première esplanade, avait un sol pavé et se prolongeait jusqu'à la triple porte donnant sur la voie romaine jusqu'aux portes du grand temple. L'arc monumental est une porte à triple baie datant du IIe siècle qui terminait la rue à colonnade en ouvrant sur le téménos du Casre el Bint. Cet ouvrage romain relie donc 2 monuments nabatéens. La chaussée romaine qui passe au pied du grand temple. 120 colonnes entourent l'esplanade au fond de laquelle se dressait le grand temple nabatéen, large de 28 mètres et profond de 42. Sa construction daterait du dernier quart du 1er siècle avant Jésus-Christ. On y accède par le propylée, escalier monumental montant de la rue à colonnade jusqu'à l'esplanade ou téménos. Au centre, le théatron, structure en hémicycle où pouvaient prendre place 500 personnes et qui servait peut-être d'odéon, c'est-à-dire de place de réunion pour le conseil de la ville. Au bout de la voie romaine, on se retrouve face à la falaise des tombes royales. Ici se termine le beau pavage ancien. La rue à colonnade, comme tout Cardo Maximus romain, était bordée d'échoppes et de logements. Cet axe parallèle au cours du Wadi est large de 6 mètres. On y a identifié 3 places de marché, une fontaine publique ou nymphéum et des thermes. Pendant que certains goûtent un repos bien mérité, d'autres se lancent à l'assaut des 800 marches qui, sous un soleil implacable, conduisent au monastère Elder. Elder, le plus haut monument de Pétra. Ce n'est pas une tombe, mais un monument cultuel, et pour donner une idée de ses dimensions, le seuil de la porte est aussi haut qu'un homme.
Le bas comporte 8 colonnes à chapiteaux ioniques avec des niches sculptées. L'étage du dessus, copie du casenet, comporte un tholos central entouré de 2 demi-frontons creusés de niches. Mais contrairement au casenet, la décoration est sommaire et se limite à une simple frise. La salle intérieure comporte des banquettes basses creusées dans la pierre et les traces d'un bétil au fond. Il est surmonté d'une croix byzantine car à partir du VIe siècle, les chrétiens l'ont transformé en monastère, d'où son nom. Sur la route du retour, le soleil, toujours aussi chaud, est maintenant dans notre dos, et la lumière a changé. L'arrière de la nécropole aux rouges sombres et bleutés, et une petite vendeuse de cartes postales qui nous poursuivra longtemps. La tombe d'Unaïshu a la façade de type aigras couverte de stuc rose. On y a trouvé une inscription au nom de la reine de Nabathène et de Malikos II. L'intérieur de la tombe est glacial. Comme un écho des caravanes de jadis. Le casenet, tout rose maintenant qu'il est à l'ombre, et Joseph aussi rose que la pierre de Pétra. Les gardiens ont disparu et je me risque à passer la porte pour photographier les somptueuses couleurs des 3 antichambres successives. Un dernier regard aux délicats détails de la façade ciselée par la lumière, et puis, comme ce matin j'ai regardé le trésor émerger lentement de sa gangue de pierre, ce soir je pars à reculons, la gorge serrée, pendant que le sikh se referme sur le casenet. De nouveau sur la voie nabatéenne. La caravane est nettement plus visible avec la lumière rasante. Les pattes et le ventre du chameau se dessinent. Les couleurs sont plus profondes, les détails plus précis. La stèle carrée de Douchara et la fin du parcours dans une symphonie de couleurs.
coup de soleil et protection de type local. Et pour finir, une bonne bière dans la tombe numéro 4, reconvertie en cave bar, 1er siècle avant Jésus-Christ. Le premier bar nabatéen.